Dans la pénombre du bureau de la doyenne, le cœur d'Élise battait à tout rompre. Elle avait franchi la ligne. Un baiser volé sous prétexte d'une confidence tardive. Mais les yeux de Madame Laurent, perçants comme des lames, l'avaient figée sur place. « Tu n'es pas une oméga ? N'est-ce pas ?» murmura la doyenne. Sa voix tranchante comme un verdict, transformant l'instant en un abîme de trahison révélée. Élise recula d'un pas, les mains tremblantes. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, à l'université Sorbonne Nouvelle, au cœur de Paris, où les façades gothiques semblaient murmurer des secrets ancestraux. Élise, une jeune femme de 25 ans, n'était pas étudiante. Elle travaillait comme assistante administrative dans une petite librairie du quartier latin, mais son passé la rongeait comme un feu intérieur. Sa sœur aînée, Camille, avait été renvoyée de cette même université 2 ans auparavant, accusée d'avoir falsifié des documents pour obtenir une bourse. Camille, une oméga assumée, avait toujours nié, affirmant que c'était un complot ourdi par la doyenne elle-même. Madame Isabelle Laurent, une bêta rigide et respectée, connue pour sa fermeté impitoyable envers les déviants, un terme qu'elle employait pour désigner ceux qui défiaient les normes sociétales, y compris les orientations sexuelles non conformes. Élise avait grandi dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, où les discussions sur l'identité sexuelle étaient tabous. Leur père, un fonctionnaire retraité, voyait les omégas comme des faibles influençables, et les bêtas comme les gardiens de l'ordre. Camille, en avouant son amour pour une autre femme, avait brisé le fragile équilibre familial. Le renvoi de l'université avait été la goutte d'eau, Camille avait sombré dans la dépression, quittant la France pour un exil forcé au Canada. Élise, rongée par la culpabilité de n'avoir pas su protéger sa sœur, avait juré de découvrir la vérité. Pour cela, elle s'était infiltrée, en se faisant passer pour une oméga étudiante en littérature. Elle espérait approcher Laurent et déterrer des preuves de corruption. Les premiers jours furent un tourbillon d'anxiété. Élise avait modifié son apparence cheveux-teints en châtain clair, lentilles pour adoucir son regard, et un parfum subtil imitant les phéromones oméga, acheté illégalement sur le marché noir. Elle s'inscrivit à un séminaire dirigé par Laurent sur la littérature française du XIXe siècle. Un cours réputé pour sa sévérité. Dès la première séance, dans l'amphithéâtre bondé, Élise sentit le poids du regard de la doyenne. Isabelle Laurent, la quarantaine élégante, avec ses tailleurs impeccables et son chignon strict, exsudait une autorité qui intimidait. Les mots ne mentent pas. Mais les gens s'y avaient-elles déclaré en ouverture, comme un avertissement personnel. Élise se fit remarquer subtilement, des questions pointues en classe, des visites au bureau pour des conseils académiques. Elle jouait le rôle à la perfection, feignant une vulnérabilité oméga qui attirait la compassion. Laurent, en tant que bêta, se montrait protectrice, presque maternelle, envers les étudiants qu'elle percevait comme fragiles. Bientôt, des conversations privées s'installèrent. « Tu sembles porter un fardeau ?» Élise dit un jour Laurent, en refermant la porte de son bureau. Élise inventa une histoire de famille dysfonctionnelle, mêlant habilement des éléments vrais sur Camille sans révéler le lien. Laurent écoutait, hochant la tête, ses yeux trahissant une empathie rare. Mais au fil des semaines, quelque chose changea. Élise se surprit à anticiper ces rencontres, non plus seulement pour l'enquête, mais pour le frisson qu'elle provoquait. Laurent parlait de sa propre vie avec une franchise inattendue, une enfance dans une famille catholique stricte de Lyon, où elle avait dû réprimer ses désirs pour une amie d'enfance.
J'ai choisi la raison sur le cœur, avoua-t-elle un soir. Un verre de vin à la main lors d'une réception universitaire. Élise sentit son pouce accélérer. Était-ce de la manipulation? Ou une connexion réelle? Elle fouilla discrètement les dossiers, profitant d'un moment d'inattention, mais ne trouva rien. Le doute s'insinua, et si Camille s'était trompée? La pression familiale pesait lourd. Leur mère appelait souvent, insistant pour qu'Élise reste sur le droit chemin, ignorant tout du plan. Ne deviens pas comme ta sœur, disait-elle, la voix tremblante. Élise se sentait piégée entre loyauté et vérité naissante. Un soir, après une discussion intense avec Laurent sur Baudelaire et les interdits sociaux, Élise osa un geste, une main effleurant le bras de la doyenne. Laurent ne recula pas, mais son regard se durcit légèrement. Attention, Élise. Les frontières sont fragiles. Le climax du premier acte approchait. Lors d'une soirée étudiante, Élise, feignant l'ivresse, se rapprocha davantage. Un flirt subtil. Des compliments voilés. Laurent répondit. Un sourire ambigu aux lèvres. Mais au fond d'Élise, le conflit rageait, était-ce du jeu? Ou son cœur trahissait-il sa mission? La société française, avec ses lois progressistes sur le mariage gay mais ses préjugés persistants dans les cercles académiques conservateurs, amplifiait le drame. Élise savait que révéler son orientation et son mensonge pourrait tout détruire. Le lendemain de cette soirée, Élise se réveilla avec une migraine lancinante. Les souvenirs flous mais accusateurs. Avait-elle franchi une ligne irréversible? Elle se rendit au bureau de Laurent, prétextant une question sur un essai. La doyenne l'accueillit avec un calme olympien, mais ses yeux trahissaient une vigilance accrue. Assieds-toi, Élise. Parlons franchement. Élise obéit. Le cœur serré. Laurent croisa les bras, son tailleur gris soulignant sa posture inflexible. Hier soir, tu as été audacieuse. Est-ce l'oméga en toi qui parle? Ou autre chose? Élise improvisa, feignant la confusion typique d'une oméga sous influence émotionnelle. Je suis désolée, madame. C'est juste que vous m'inspirez tant. Laurent hocha la tête, mais ne sembla pas convaincu. Elles discutèrent longuement de la littérature comme miroir des conflits intérieurs, Laurent citant Rimbaud et ses tourments identitaires. Élise sentit une faille, la doyenne évoqua subtilement ses propres luttes passées. Une relation brisée avec une femme lors de ses études. La société nous force à choisir, murmura-t-elle. Entre authenticité et survie. Ces confessions ébranlèrent Élise. Elle commença à douter de sa vengeance. Et si Laurent n'était pas la vilain qu'elle imaginait? Pour approfondir, Élise organisa une rencontre fortuite dans un café du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Elles se croisèrent, par hasard, et Laurent l'invita à s'asseoir. La conversation dériva sur des sujets personnels, l'homophobie latente dans l'académie, les pressions familiales. Élise parla de sa famille étouffante, omettant le lien avec Camille. Laurent confia, ma mère m'a renié quand j'ai avoué mes sentiments pour une amie. J'ai dû me reconstruire en bêta. En gardienne de l'ordre. Élise sentit une attirance grandir. Un mélange de compassion et de désir réprimé. Elle, qui s'était toujours considérée comme hétéro, questionnait maintenant son identité. Était-ce le rôle qui la transformait? Ou une vérité enfouie? Les nuits devinrent agitées, hantées par des rêves de confrontation. Pendant ce temps, elle fouillait plus profondément, en accédant à des archives via un contact étudiant. Elle découvrit des irrégularités dans le dossier de Camille, mais rien liant directement Laurent.
La tension monta lors d'une conférence sur les droits LGBT à l'université. Laurent y participait comme modératrice, défendant mollement les avancées sociétales. Élise, dans le public, posa une question provocante: n'est-ce pas hypocrite de prôner l'égalité quand l'institution discrimine les omégas? Laurent répondit avec froideur. Mais plus tard, en privé, elle confronta Élise: tu sembles me tester. Pourquoi? Élise balbutia. Mais le flirt reprit. Un effleurement de main. Un regard prolongé. À la maison, les appels de la mère s'intensifièrent. Ton père s'inquiète pour toi. Ne te laisse pas influencer par ces milieux universitaires libéraux. Élise raccrochait, rongée par la culpabilité. Elle contacta Camille par Skype, qui insista: Laurent est corrompu. Ne flanche pas. Mais Élise hésitait. Une soirée chez Laurent scella le tournant, invitée pour rediscuter d'un projet. Élise se retrouva dans l'appartement haussmannien de la doyenne. Vin et confidence. Laurent avoua une solitude profonde. Et Élise, emportée, posa un baiser chaste sur sa joue. Laurent répondit. Mais avec réserve: ceci est dangereux. Élise. Le lendemain, un événement inattendu, un collègue de Laurent mentionna en passant une enquête interne sur des falsifications passées. Élise y vit une opportunité, mais aussi un risque. Elle décida de pousser plus loin, flirtant ouvertement lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Laurent sembla réceptive, mais son expression trahissait un doute croissant. Élise, déchirée entre mission et sentiment naissant, commit une erreur: elle laissa traîner un message de Camille sur son téléphone. Laurent ne le vit pas. Mais la paranoïa d'Élise grandit. Les conflits intérieurs s'amplifiaient. Élise questionnait sa moralité: mentir pour la justice valait-il la trahison émotionnelle? La société, avec ses débats sur l'identité de genre et sexuelle, la renvoyait à ses propres préjugés internalisés. Elle assistait à des manifestations pour les droits LGBT. Se sentant hypocrite. Un ami, ignorant tout, lui conseilla: suis ton cœur. Pas la vengeance. Mais le prix semblait trop élevé. Les semaines suivantes furent un maelstrom émotionnel. Élise et Laurent se voyaient de plus en plus, sous couvert de mentorat. Des dîners discrets dans des bistrots du 5e arrondissement. Des promenades le long de la Seine. Laurent s'ouvrait, révélant une vulnérabilité inattendue: j'ai sacrifié mon amour pour une carrière. Était-ce la bonne choix? Élise, touchée, partageait des fragments de vérité, évitant le mensonge central. Leur connexion grandissait, teintée d'une attirance mutuelle qu'elle n'osait nommer. Mais le doute rongeait Élise. Lors d'une fouille nocturne dans le bureau de Laurent entré par effraction avec une clé volée, elle trouva enfin une preuve, un email ancien suggérant que Laurent avait influencé le renvoi de Camille pour couvrir une erreur administrative. Le choc fut violent. Élise photographia le document. Mais en sortant, elle croisa un gardien. Paniquée, elle s'enfuit, le cœur battant. Le lendemain, Laurent remarqua son agitation. Quelque chose te tracasse? Élise mentit. Mais le flirt reprit lors d'une sortie au Louvre. Devant la liberté guidant le peuple, Laurent murmura: la révolution commence par l'acceptation de soi. Élise sentit les larmes monter. Était-elle en train de tomber amoureuse? Elle confia à un journal intime ses tourments: je la hais pour ce qu'elle a fait à Camille. Mais je l'admire pour qui elle est. La pression sociale s'intensifia. À une réunion familiale, le père d'Élise lança: ces histoires de lesbiennes à l'université, c'est une mode perverse. Élise se tut, bouillonnant intérieurement.
Camille, de son côté, pressait, utilise la preuve. Mais Élise hésitait, craignant de détruire Laurent et elle-même. Un tournant dramatique survint lors d'un week-end à la campagne, chez une amie de Laurent en Normandie. Isolées, elles partagèrent des confidences profondes. Laurent avoua son attirance, « Tu me fais questionner tout. » Élise répondit par un baiser passionné, mais chaste. Le retour à Paris fut tendu, Élise décida de confronter. Mais pas encore. Puis, la trahison indirecte, un étudiant, jaloux, répandit des rumeurs sur leur relation inappropriée. Laurent, furieuse, accusa Élise de négligence. « Tu joues avec le feu. » Élise défendit. Mais le doute s'installa. Elle contacta un journaliste anonymement pour la preuve, mais annula. Déchirée. Les conflits moraux culminèrent lors d'une dispute. Laurent découvrit un indice, un parfum non oméga sur les vêtements d'Élise. « Qui es-tu vraiment ?» Élise nia. Mais la tension monta. Elles se rapprochèrent pourtant, dans une étreinte émotionnelle. Élise pleura, avouant partiellement ses doutes identitaires. La société amplifiait le drame, débat télévisé sur les discriminations LGBT. Manifestations contre l'homophobie. Élise se sentait isolée, piégée entre amour et devoir. La révélation approchait inexorablement. Élise, acculée, décida de tout avouer. Mais avant, elle confronta Laurent sur l'email. Lors d'une rencontre tendue dans le bureau, elle lança « Pourquoi avez-vous détruit la vie de ma sœur ?» Laurent blêmit. « Ta sœur ? Camille ?» Le puzzle se forma. Laurent nia d'abord, puis admit « C'était une erreur. J'ai couvert pour protéger l'université. Pas par malveillance. » Élise explosa. « Vous avez brisé une famille. » Laurent, larmes aux yeux, répondit « J'ai payé cher. Ma propre identité réprimée m'a rendu cruelle. » La dispute vira au chaos émotionnel. Élise révéla son mensonge « Je ne suis pas Oméga. Je suis venue pour vous détruire. » Laurent recula. Blessé, tout était faux. Le flirt. Les confidences. La trahison fut dévastatrice. Laurent appela la sécurité. Mais Élise s'enfuit. Les jours suivants furent un enfer. Laurent démissionna discrètement, citant une raison personnelle. Élise, rongée par la culpabilité, affronta sa famille. « Je suis lesbienne. Et j'ai aimé une femme. » Le père hurla. La mère pleura. Camille, apprenant tout, accusa Élise de faiblesse. « Tu as choisi l'ennemi. » Élise erra Paris, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié la justice pour un amour illusoire? Les dommages étaient profonds, amitié brisée, confiance perdue. Dans les mois suivants, Élise reconstruisit sa vie. Elle quitta son job, s'inscrivit vraiment à l'université, assumant son identité. Laurent, de son côté, disparut des radars. Mais un email anonyme arriva, « Le mensonge nous a libérés. Pardonne-toi. » Élise pleura, réalisant le prix payé, solitude, mais authenticité. Elle milita pour les droits LGBT, affrontant les préjugés. Sa famille, lentement, évolua. Camille revint, et elles se réconcilièrent. Mais le regret persistait. Avait-elle bien agi? Était-il juste de mentir pour révéler une vérité? Ou le mensonge corrompt inévitablement le cœur humain?